Bonjour et bienvenue à Famille unie, communauté forte, une émission sur le regroupement familial dans les Basses-Laurentides, une initiative de Québec réunifié. Cette semaine, nous allons élaborer sur le thème de l'attente. Bonne émission! Une fois le dossier déposé, les familles entrent dans une période d'incertitude où chaque jour semble suspendu à une réponse qui déterminera leur avenir. Nous explorerons les impacts émotionnels de cette attente, les sacrifices qu'elle implique, mais aussi les stratégies que certaines familles adoptent pour garder espoir et rester résilientes. À travers des témoignages poignants et des récits de courage, cet épisode mettra en lumière la force incroyable de ceux qui traversent cette période de vide administratif avec patience et détermination. Pour vos clients, pour les personnes que vous aidez donc dans ce cheminement-là, qu'est-ce que vous observez comme embûches, comme obstacles? Surtout les délais de traitement, c'est la question qui revient tout le temps. Ils me demandent, OK, quand est-ce qu'on va avoir nos papiers? Est-ce que vous avez... Parfois, ils m'appellent pour me dire, je sais que tu n'as pas de nouvelles parce que tu ne m'as pas appelé, mais quand même, je voulais seulement faire un petit suivi avec toi pour savoir si tu as des nouvelles. Et puis, je confirme le fait qu'on n'a pas de nouvelles, mais là, je réalise que je deviens le psychologue plutôt que l'avocate. Parce qu'ils savent que, comme avocate, j'ai rien à faire, mais ils ont besoin de sentir qu'eux, ils sont en train de faire quelque chose pour faire avancer le dossier. C'est pas facile, il y a des délais, la machine, c'est quand même lourd, hein? Il y a des délais qui sont effectivement difficiles à supporter. Il y a des délais qui sont assez terribles et on peut comprendre la douleur, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, la douleur que peuvent avoir des personnes dans le cadre de ces processus-là qui sont extrêmement longs. Puis vous savez qu'il y a des différences entre les provinces aussi, là. Le traitement au Québec est, à ma connaissance, nettement plus long qu'on retrouve dans d'autres provinces. Pouvez-vous nous dire, au cours des 13 dernières années, comment vous avez vu évoluer le processus de regroupement familial au Québec et au Canada? Au niveau des délais, ça a toujours extrêmement varié. Hein? Il y a toujours une grande injustice. Mon époux a reçu sa résidence permanente en 4 mois. Okay? Et je suis une parraine du Québec, là. Une marraine, disons, du Québec. Mais j'avais des amis qui ont appliqué en même temps que moi et ça leur a pris 2 ans. Donc, même il y a 16 ans, il y avait quand même des problématiques de transparence, à mon point de vue. Et avec le temps, on est arrivé à des délais de 8 à 12 mois, que je trouve quand même relativement corrects. C'est normal qu'il y ait quand même des recherches et des enquêtes rigoureuses. Par contre, les délais sont toujours les mêmes au Canada, mais là, parce qu'on habite au Québec, les parrains qui habitent au Québec ont cette problématique-là maintenant, les délais ont triplé, là. Donc, il n'y a pas eu d'évolution du tout positive, là. Je vais vous faire revenir à l'histoire de cette famille qui a fait venir un enfant après 6 ans. Donc, c'est une très longue attente pour ces parents-là. Est-ce qu'entre-temps, ils se sont évidemment établis? J'imagine. Oui, absolument. Ils ont acquis la résidence permanente, peut-être même la citoyenneté. Ce sont des réfugiés qui étaient pris en charge par l'État. Donc, ils sont arrivés et ils étaient déjà résidents permanents. Et une fois qu'ils sont arrivés, ça l'a peut-être pris 2 ans pour que le petit garçon arrive, parce que eux, ils avaient déjà passé 6 ans dans des camps de réfugiés en Afrique. Ils sont arrivés ici, et là, dès leur arrivée, ils nous ont parlé qu'ils avaient perdu un petit garçon. Alors, immédiatement, nous, on a pris contact avec la Croix-Rouge, et ça a été des démarches. 2 ans, est-ce que c'est long, est-ce que c'est pas long? Là, tout est relatif dans la vie, là, mais le petit garçon a fini par arriver. Les parents, ils sont très bien intégrés, là, ils travaillent, ils ont une maison, tout le monde va à l'école, puis le petit garçon, il va très bien, il réussit très bien à l'école. C'est toujours des belles histoires de réussite. On aime ça, les belles histoires de réussite. Oui. Dont un cas là, très particulier, là, une famille qui, pendant une attaque, avait perdu un bébé de 2 ans.
Et entre-temps, eux, ils s'étaient retrouvés dans un camp de réfugiés dans un pays limitrophe. Et une fois qu'ils sont arrivés ici, au Québec, à Saint-Jérôme, là, ils ont voulu retrouver cet enfant-là, mais ça faisait 6 ans là, qu'il avait perdu. Avec la Croix-Rouge, on a travaillé, puis finalement, ils ont retrouvé le petit garçon qui était avec la sœur de la mère. Et finalement, on a réussi à parrainer et la sœur et le petit enfant. Et quand l'enfant est arrivé, là, c'était vraiment là, pathétique là, à l'aéroport. Les parents couchés à terre qui pleuraient. Là, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils retrouveraient cet enfant-là. Et l'enfant, lui, qui retrouve des parents qui ne se rappellent pas, des frères et des sœurs qu'il n'a pas reconnus et qui ne parlent même pas leur langue. Alors, c'est des moments assez bouleversants de voir ça. On l'a vécu aussi avec d'autres réfugiés qui avaient laissé, malgré eux, des personnes sur place parce qu'il n'y avait pas les papiers qui autorisaient là, que ces gens-là les accompagnent. Pour moi, je ne savais pas combien de temps j'ai dû rester au Venezuela, 12 ans, 3 ans pour l'attente de l'apadrinage. Et comment vous avez vécu la période d'attente? Avec beaucoup d'angoisse, parce qu'on ne savait pas comment les choses allaient se passer. Et puis, si le gouvernement allait comprendre notre situation. Et aussi, c'était terrible, c'est parler seulement par téléphone, pas pouvoir vivre ensemble après notre mariage. Comment vous êtes sentis quand Juan Carlos et Juan Diego sont arrivés à l'aéroport? Oh mon Dieu, c'était on était heureux, tous les trois, on voulait se coller et pas se séparer du tout. C'était vraiment la joie totale. Pendant la période où vous attendiez le parrainage, est-ce qu'il y a eu des effets sur votre situation professionnelle? Oui, c'était vraiment un défi parce que dans mon travail, je suis technicienne en ophtalmologie, je travaille à l'hôpital, il faut que je sois concentrée tout le temps. Et je suis en contact avec les patients, mais des fois j'attendais des réponses de l'avocat ou j'avais des angoisses pour lui, des situations personnelles qui arrivaient des fois. Puis tout ça, j'étais tout le temps dans mes breaks, sur les cellulaires, voir si j'avais une réponse. C'est un peu toujours stressant parce que, bon, on n'a aucun contrôle, surtout avec le genre de réponse qu'on obtient. On nous dit, ben écoutez, c'est comme ça, vous déposez, puis... Fait qu'on est toujours inquiet par rapport à l'acceptation ou non. On fournit, dans le fond, on comprend qu'on veut... on nous demande des preuves, là, des preuves de la véracité, de la force de l'union, hein, de la légitimité de l'union, donc comme avec des photos de mariage, puis on se demande toujours, bon, ben, comment ces photos, est-ce que ces photos-là sont suffisamment convaincantes? Parce qu'on entend aussi, même à l'époque, on entendait des demandes des fois qui étaient refusées sous prétexte de le non-sérieux de la relation, tout ça. Fait que donc, on a toujours une inquiétude par rapport à le jugement de la personne là, qui va examiner notre dossier. Là. Le moment, c'était Radio Silence, c'était comme, je ne sais pas si ça va aller bien. C'était un peu panique chez moi. Ça crée de l'anxiété. Parlez-moi un peu là, donc, des émotions que vous vivez en attendant donc, à l'étranger avec votre conjoint, entre guillemets, la permission de revenir au pays. Là, c'est presque ça. Donc, les émotions, ben, c'est l'anxiété ou l'incapacité de planifier à quel moment je vais pouvoir revenir au pays. Je peux pas planifier, ben, en fait, j'ai quand même planifié des voyages, mais pas plus qu'une semaine, parce que si on a une communication d'Immigration Canada qu'il faut répondre dans les 7 jours ou 30 jours, c'est toujours un risque d'être en retard et pas pouvoir répondre à temps. Par exemple, il y a la demande médicale qui va expirer en février. Donc ça donne un stress supplémentaire parce qu'est-ce qu'on doit refaire le médical? Est-ce qu'on va redevoir payer les frais que ça m'importe, qui est à peu près 500 ou 600 $ canadiens, plus le déplacement pour 2 personnes, plus une chambre Airbnb ou un hôtel. Au niveau de ma sécurité personnelle, ici, c'est comme je disais, c'est correct, mais je reste quand même low profile. Je fais attention un peu, je me promène pas partout parce que je remarque que les gens me regardent, mais des visages, ils sont pas habitués de voir des personnes blanches.
Et dans les années passées, en fait 2017-2018, il y avait une montée terroriste, qui faisait quand même attention. Mais je veux dire, c'est un risque pour ma sécurité à ce moment-là. Être 3 ans séparés, là, ce matin, j'avais une cliente qui était en situation de crise psychologique. Dans le fond, elle a besoin d'aide, mais après 3 ans, de vivre séparée de son époux, de celui à qui on a promis d'être là tous les jours, de s'occuper, de vivre à des kilomètres et des kilomètres. Donc, les gens vivent des décès, des naissances, toujours séparés, c'est inhumain. Dépendant, finalement, de son pays d'origine, ça va être plus ou moins facile de venir. Quoique, là-dessus, vous pourriez peut-être mieux que moi le savoir. Est-ce que c'est préférable d'entamer tout le processus de parrainage pendant que la personne est à l'étranger ou finalement d'amener la personne à se... C'est des questions à se déplacer ici. Là, j'avoue, ça, j'ai des cas en tête. C'est une question, justement, dont je discutais hier avec Maître Némé, qui est notre experte juridique. Elle disait, effectivement, si c'est possible de faire venir la personne avant, c'est idéal, mais c'est très difficile, il y a des délais d'attente pour se faire dire non, finalement. Donc, c'est pas nécessairement idéal non plus. Du moment où on s'aime puis qu'on sait qu'on veut vivre ensemble, mais on a envie de vivre ensemble. Tu sais, un couple normal, ils vivraient ensemble... pas à partir du 2 août qu'on a fait les procédures, là, un peu avant, il serait venu avant, mais ça aurait été merveilleux. Les seules fois où on n'est pas en ligne, moi puis mon mari, c'est quand on travaille. Enfin, ça, je peux pas, je l'appelle à ma pause. Quand on dort, on a le décalage horaire. Quand même, c'est pas trop pire. On a 4 heures l'été, puis là, on est à 5 heures. Mais on est toujours en ligne, moi puis lui. On dit à ma cocotte de pas trop parler de pas être trop sur la tablette. Vraiment, il faut qu'elle montre l'exemple, mais c'est ma vie. Mais c'est ça, notre quotidien, c'est le téléphone. Je dis le téléphone, c'est comme Ibrahim. Fait que si tu oublies le téléphone à quelque part, il fait partie de mon quotidien. Ouais. On se trouve des activités à faire. On s'est déjà fait un souper en amoureux, à distance. On fait tout à distance. On danse, on se fait des soirées de danse à distance. On se met de la musique à distance. On ne se cachera pas, on a des rapports intimes à distance. Ça fait partie d'une vie de couple qu'à un moment donné, il faut que tu entretiennes. Et c'est de la confiance aussi, parce que si du moment où tu ne fais pas confiance, que tu as des craintes, que à ce niveau-là, c'est de la communication, de la confiance beaucoup. Ça fait partie aussi du quotidien. Oui. Dans certains cas, les visites temporaires deviennent un moyen de briser la distance, même si elles sont rares et parfois difficiles à organiser. Est-ce que vous avez aussi vu des cas de très longues périodes d'attente là, pour ces familles-là? On a parlé des visas de visiteurs pour les mariages, les enterrements, les moments importants de la vie, hein, dans lesquels on voudrait avoir les membres de sa famille avec soi. Combien de temps est-ce que vous voyez là, entre le moment où un certificat d'hébergement, parce que là, j'imagine que pour vous, c'est le point clé pour le coffret, et entre le moment où il est émis et le moment où la famille vous revient avec « Ah, finalement, ça a été refusé ». Alors, il y a plusieurs obstacles qui peuvent se produire. Ouais. Les premiers obstacles, c'est aussi que... vous savez, de plus en plus là, de familles sont séparées, divorcées. Alors, il y a des personnes qui se retrouvent ici, qui voudraient faire venir leur enfant et que l'autre parent est dans le pays d'origine. Et souvent, l'autre parent ne veut pas que les enfants sortent, de peur qu'ils ne reviennent pas. Alors, ce qui est le plus long, c'est l'approbation de l'autre parent. Alors, quand quelqu'un, mettons une mère qui est ici, elle voudrait que ses filles viennent la voir. Ce qui est le plus long, c'est l'approbation de l'autre parent là, qui signe les papiers comme quoi il autorise les enfants à sortir. Et malheureusement, on a plusieurs cas où le parent n'autorise pas parce qu'il a peur, avec raison, que les enfants ne reviennent pas. Là. Alors ça, c'est ce qui est le plus difficile. Et présentement, le refus est assez rapide. Les gens reçoivent dans 1 mois, 2 mois à peu près la réponse, là, comme quoi ils ne se qualifient pas. Parce que pour se qualifier, ça ne prend pas juste un certificat d'hébergement. Présentement, il faut, quand la personne fait la demande là, pour un visa, il faut qu'il prouve de façon incontournable qu'il y a des bonnes raisons de revenir dans son pays d'origine. Donc, il faut qu'il prouve qu'il va à l'école, qu'il a un job, qu'il a des responsabilités familiales et qu'il prouve que s'il y a un visa d'1 mois pour aller voir son frère, bien, il va revenir après chez lui. Ensuite, il faut qu'il démontre que pendant 1 mois,
il a un budget nécessaire pour répondre à ses besoins et de façon universelle à peu près, c'est 3 000 $ que la personne doit avoir dans son compte de banque. Et là, pour avoir le visa, il doit amener une preuve, son compte de banque à son nom, comme quoi il y a cette somme-là dans son compte. Puis on comprend bien que dans des pays en Afrique où la pauvreté est généralisée, là, personne n'a 3 000 $ dans son compte. Alors, il faut parfois que les gens ramassent 3 000 $ mettent ça dans leur compte, puis après ça, qu'ils remboursent tout le monde. Oui, c'est beaucoup 3 000 $ en français. Oui, puis les gens, c'est ce qui est le plus grand obstacle, c'est ça, là, ils n'arrivent pas à prouver leur capacité à répondre à leurs besoins financiers une fois qu'ils vont être ici. Oui, je comprends. On a vu à Québec réunifié un cas d'une famille où le refus est venu après 1 an d'attente. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà observé au coffret? Bien, nous, dans le parrainage de famille, là, nous, des fois, c'est 3 ans. On attendait toujours le visa visiteur. Ibrahim a besoin de visa visiteur pour venir ici au Canada. C'est les exigences de notre pays pour les Sénégalais. Oui. Est-ce que tu as l'occasion de rencontrer Ibrahim souvent? En personne, d'aller le voir, de passer du temps avec lui en personne? Une fois par année. Une fois par année. Puis je reviens de voyage là, présentement, puis c'est ça. C'est pas quelque chose de facile quand on part de là. On arrive, on a hâte, on est excité, on compte les jours, puis rendu là, ben on compte les jours quand on n'a pas envie de compter les jours quand on repart. C'est difficile. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est le coût du billet aussi qui est difficile aussi à dire, il faut que tu ramasses. Fait que, pour le peu de temps que ça coûte. Dans ton horizon, là, 1 année d'attente encore. 1 année d'attente encore, c'est sûr. Est-ce que vous avez réussi à obtenir un visa à un moment ou à un autre? Du tout. On a fait une demande. Ça a été refusé. Ça a pris 321 jours d'attente. Puis on a su qu'il a été refusé. Puis on va essayer d'en refaire un autre visa, une autre demande de visa visiteur. Mais c'est difficile parce qu'il faut qu'Ibrahim prouve qu'il va retourner dans son pays. Puis lui, il est travailleur autonome, il n'y a pas un employeur, fait que c'est difficile de dire, bien, en tant qu'employeur, bien, je vais revenir. Pouvez-vous nous dire un peu comment ça s'est passé? Là, j'ai bien compris. Est-ce que j'ai bien entendu 440 jours pour obtenir une réponse négative à une demande de visa de touriste? La première demande de visa a duré 440 jours parce qu'entre le moment du dépôt et je crois que c'est le 9 septembre 2021, si ma mémoire est bonne, que l'IRCC voulait prioriser le backlog par les demandes urgentes et donc demander aux gens que les situations étaient vraiment urgentes, donc les funérailles de parents ou l'aide médicale pour un parent ou un ami, que la présence était requise de la personne, que ces personnes-là soient priorisées. Et aussi, bon, nous, on se qualifie pas, on veut juste se rencontrer une première fois, on va attendre, puis ils vont finir par travailler, puis régler le problème de backlog de l'époque. Et après 440 jours, toujours rien. Puis, à force de lire des commentaires des gens qui passaient devant nous, qui avaient des réponses en 30, 40 jours, 50 jours, c'était très variable à l'époque. On se demandait, bien, est-ce qu'ils ont perdu mon dossier? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de réponse. C'est produit rien. Et j'ai tenté, en fait, on a remplacé la demande, puis ça a été refusé après une quarantaine de jours, avec l'impression qu'ils n'ont pas lu le dossier, parce que j'avais quand même préparé la lettre d'introduction pour éviter d'avoir de refus, parce que le salaire de Palo n'est pas suffisant pour assumer lui-même ses dépenses. Il gagne à peu près 500 $. À l'époque, il gagnait autour de 500 $ canadiens par mois. Donc, un voyage au Canada, pour lui, c'est quand même assez prohibitif. Je m'étais porté garant. Il ne possède pas de terrain, il ne possède pas de maison, d'actifs aux Philippines. Donc, c'est souvent les critères usuels qui l'IRCC va refuser les demandeurs dans les pays économiques un peu plus pauvres. Comment garder espoir face à l'incertitude? Nous allons voir comment certaines familles trouvent des moyens de rester fortes malgré l'attente. 1 année d'attente encore, c'est sûr. C'est sûr, parce que en étant maman monoparentale, ben on est tout seul à payer aussi ici. Fait que c'est des sacrifices qu'on met de côté, puis c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on met, puis qu'on pourrait se dire quand on est en couple, puis qu'on met ça au lieu de payer ça sur des voyages. Parce qu'on s'entend, c'est pas juste un billet d'avion. Là-bas, on veut faire des activités. C'est des frais énormes que ça coûte.
Une chance, Christine, à cette époque-là, elle gagnait bien sa vie, fait qu'on pouvait s'en sortir avec un salaire. Puis la vie était moins chère aussi, mais quand même. D'avoir un bébé quasiment naissant, 2 ans, là, c'était quand même... Et vous, Christine? Ah ben c'était lourd parce que, tu sais, d'avoir le stress et la pression... Oui. Ben, il y a l'émotion, puis il y a le stress et l'émotion, le stress... financier aussi. Tu dis, est-ce que c'est assez, si quelque chose y arrive, tout tombe sur les épaules. Alors, c'est une lourdeur qui est très, 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 très intense. Et aussi, il y a beaucoup d'émotions. Et quand vous avez commencé à voir ce qu'on appelle le trou noir, hein, le trou noir post-CSQ, quand vous avez découvert donc cette longue période d'attente-là, est-ce que vous avez regretté le choix de vivre ici? Est-ce que vous avez regretté le fait d'avoir choisi le Québec? Moi, je me suis senti extrêmement coupable. J'avais l'impression d'avoir gâché la carrière de mon mari parce qu'il ne trouvait pas d'emploi. C'était super difficile. C'est un bon 6 mois, la recherche d'emploi, avec le permis de travail. Là, il y a l'attente du permis de travail qui était 6 mois. Il y a la recherche. Plus on rajoute l'attente du certificat de mariage, j'ai été presque 1 an et demi sans travailler, là, dans le fond. Oui, je me suis questionné si ça n'aurait pas été moins compliqué de retourner à l'université et de continuer ma profession de l'autre côté de l'océan. Oui. Et vous, Georges, avez-vous eu des doutes ou des regrets? Des regrets, non. Des frustrations, beaucoup. Pour certains, l'attente peut conduire à des décisions drastiques, comme l'expatriation temporaire dans le pays du parrainé. J'ai décidé de démissionner mon emploi permanent à l'ETS comme analyste informatique pour avoir la flexibilité de pouvoir travailler à distance, mais pas juste au Québec, mais vraiment à l'étranger. Donc, en préparant justement, en pouvoir préparer et attendre une réponse favorable pour la résidence permanente. Okay. Donc, j'ai pris la décision-là en février 2023. À ce moment-là, les délais d'attente étaient autour de 13 mois et depuis lorsque je suis arrivé aux Philippines, c'était toujours pas déposé parce que c'est quand même assez long et fastidieux de préparer le dossier, rassembler toutes les preuves, les photos, les témoignages, les documents requis. Dans mon cas, le plus long, ça a été d'attendre après le directeur de l'État civil pour qu'il nous ajoute au registre d'État civil notre mariage en décembre 2022. Et on a pu finalement déposer notre dossier en octobre et on est toujours en attente. Donc, ça fait 15 mois que je suis aux Philippines, puis le dépôt, ça serait 14 mois que c'est en attente. Okay. Et dans notre situation particulière, toutes les étapes seraient actuellement complétées en date du 12 novembre. Toutes les cases sont cochées dans le portail web de l'IRCC, mais on n'a toujours pas de demande de dépôt de passeport pour ni les visas. J'avais prévu être absent pendant environ 1 an. Donc, en fait, au départ, j'aurais voulu que mon employeur m'accorde une année sabbatique pour pouvoir conserver ma permanence d'emploi et le bon emploi, les assurances que j'avais, le fonds de pension. Malheureusement, la politique, c'était de travail hybride, de 1, et de 2, le sabbatique ne pouvait pas être demandé avant 5 ans d'ancienneté. Donc, je l'ai quand même proposé. Je ne l'ai pas nécessairement posé de précédent de faire les BSB au travail. Donc, j'ai décidé de mettre une mission dès que j'ai pu trouver un emploi me permettant le travail à distance, un salaire convenable. J'ai une petite base de salaire, mais quand même un salaire convenable. Donc, dès que j'ai eu ça, j'ai changé d'emploi et j'ai commencé à préparer mon voyage. Ça prend quand même du temps pour avoir des assurances. Il faut s'assurer, est-ce que je veux un appartement? Est-ce que je vais racheter des parents? Est-ce que j'ai un plan B? Est-ce que plein de choses à considérer? J'ai besoin de permis de conduire. Je vais pas perdre mon numéro de téléphone non plus mobile. Donc, j'ai trouvé une solution qui était d'avoir un numéro mobile IP. L'authentification multifacteur, lorsqu'on reçoit un SMS d'une carte de crédit, de son compte bancaire. Présentement, les seuls rapatriements familial qui sont encore en cours, c'est pour les conjoints ou pour les enfants. Mais encore là, il y a près de 40 000 dossiers en attente, alors c'est très long, là. L'attente prolongée n'est pas seulement une épreuve administrative. Elle peut causer une souffrance mentale réelle. Psychologiquement, c'était quand même assez difficile. Jade était trop jeune pour comprendre, mais même pour Gabi, c'était quelque chose, c'est une enfant qui était anxieuse aussi, puis je me rappelle à l'époque, elle était là, mais papa doit partir, parce qu'elle l'appelait papa, tu sais, papa doit partir. Je dis non, papa, il va pas partir, il y a personne qui part. Mais tu sais, ça joue dans la tête des enfants, alors, tu sais, même la famille, tout le monde était stressé. Entre conjointes là, sur des délais, il peut y en avoir aussi à l'intérieur de la cellule familiale
quand on pense aux parents et tout ça. Généralement, là, c'est des questions d'amour, c'est des questions familiales. Là, bon. Et on peut voir finalement un peu la misère des personnes qui souffrent de l'éloignement et des situations semblables, c'est clair. Vous l'observez dans votre quotidien? Oui, il y a des gens là, qui viennent un peu en désespoir un peu en désespoir. J'étais tout le temps dans mes breaks, sur les cellulaires, voir si j'avais une réponse. C'était vraiment beaucoup d'angoisse. Mais les pleurs, ça fait partie souvent du quotidien aussi. À un moment donné, il y a comme un trop-plein d'émotions. Puis ça fait partie aussi, c'est pas l'angoisse, mais on devient comme anxieuse, puis qu'est-ce qui se passe, c'est long, puis on a de la peine qui soit. Ça fait partie, ça fait partie de nos vies, oui. Ouais. Puis il y a tout le temps quelqu'un, lui, il est plus fort, mais tu sais, c'est ça. Reste tranquille, Kim, ça va bien aller, mais c'est ça. On le partage, il y a mes parents qui sont là, je le partage avec mes parents. Au début, j'en parlais beaucoup avec des collègues de travail, mais eux, ils comprennent pas trop ça. J'ai déjà eu même comme réponse, mais il y en a plein au Québec, pourquoi t'en as pas pris un au Québec au lieu, là? Puis là, j'ai eu la chance d'être avec Québec réunifié, de trouver ça, Québec réunifié, à un moment donné, dans le parcours du chemin. Puis je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont comme moi. Fait que tu as la chance de pouvoir échanger avec eux sur ces émotions-là. Fait que c'est là que j'ai trouvé ça bien de dire, bien, eux, ils comprennent. Fait que tu te fais du monde là-dedans, des copines avec qui tu peux échanger à ce niveau-là. Ça dépend du groupe d'âge, je pense. Ça dépend des personnes. Ils ont toutes sortes de frustrations. Chacun... Là, par exemple, tout récemment, avec tout ce qui se passe au Proche-Orient, la question de la sécurité du conjoint qui vit dans ces pays, c'était l'enfer. Ce que je leur dis, c'est que vous êtes la preuve ultime que l'amour existe. Je ne veux pas faire de politique ici, mais en 2021, au fédéral, on avait une promesse électorale qui était pour donner un visa de visiteur systématique à tous les gens en parrainage. On n'y est pas arrivé. Les règles sont beaucoup trop strictes. Il faut démontrer que le visiteur va quitter après son court séjour. Mais si parallèlement, il est en dossier de parrainage, qui est en train de prouver qu'il va tout faire pour rester au Canada avec son époux-épouse, ça se contredit. Les agents n'analysent pas les dossiers de la bonne façon sur certains sujets, surtout celui-là. Donc, comment on peut accepter que des familles soient séparées aussi longtemps? Qu'il y ait des enfants ou non, mais encore plus quand des enfants. L'attente est bien plus qu'une simple période de patience. C'est un moment de doute, d'espoir et de défi personnel. Tout à l'heure, je vous annonçais là, les nouveaux délais pour les familles, 36 mois à l'extérieur, 32 à l'interne. Comment vous recevez ça? Honnêtement, moi, Canadienne, fière Canadienne, je dis un peu honte de ça. Là. On est censé être le pays le plus gentil, les gens avec beaucoup de compassion. Puis j'ai beaucoup de misère. Moi, je suis quelqu'un je suis retournée à l'école, je vais avoir 50 bientôt. Puis je retourne pour faire de la naturopathie, la nutri-thérapie, parce que je veux vraiment aider les gens. Puis là, je me dis, il n'y a aucune aide. Comment qu'on peut faire ça? On aide à l'extérieur, puis les gens ici qui veulent venir, on n'aide pas. Ça devrait être moins compliqué. Surtout quand ça vient des familles. C'est un peu poche, je trouve. Ouais, je trouve que pour 36 mois pour réunir une famille, c'est long. C'est long. Ben ouais. Tu sais, je prends notre expérience à nous, 6 mois, il a fallu que j'attende 36 mois. Et ma fille, je serais revenu, elle aurait eu 5 ans. Tu sais, j'ai perdu 3 ans de sa vie, là. C'est beaucoup trop long. Je sais pas, ils ont peut-être pas tous la même histoire, mais quand même, c'est long. C'est 36 mois d'attente, de stress, c'est jamais bon, le stress sur la santé, on sait, c'est pas bon, mais là, c'est 36 mois de stress. Je trouve ça long quand même. Merci d'avoir été des nôtres. Pour en apprendre davantage sur notre mission, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour revoir tous les épisodes, visitez le tvbl.ca. À très bientôt.